Avant de se demander à quoi ressemblera Internet demain, il serait bon de savoir s'il y aura un Internet demain. Sera-t-il seulement aussi performant que celui dont nous disposons aujourd'hui ? Aurons-nous assez d'énergie, assez de matières premières pour faire tourner le web à plein régime ? Internet est-il condamné au déclin, à la décroissance pour perdurer de façon durable ? Avons-nous encore les moyens de maîtriser cette abstraction qui a envahi nos vies en seulement 25 ans et s'est rendue indispensable au fonctionnement de notre société ? Peut-on se passer d'Internet ? Quels sacrifices devrons-nous faire pour le garder ? Mais où est donc Cornicard ? Bonjour. C'est le 4e et dernier épisode de Green Web. Voilà. Alors, on parle d'effondrement de notre société dans les années à venir. Selon vous, est-ce que Internet pourra survivre dans un scénario catastrophe ? Non, tu peux. Je me rends pas compte. En fait, je sais pas. Peut-être qu'effectivement, Internet sera peut-être limité à des fonctions beaucoup plus importantes que le divertissement, que tout ça. C'est surtout grâce à Internet qu'on a pu connecter et rassembler l'intégralité du savoir humain dans un même endroit. Je pense que le jour où ça disparaît, si on perd ça, c'est quand même... C'est Alexandrie qui rebrûle. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je pense que ce sera... les gens vont se battre pour sauvegarder ça. L'outil en lui-même, je pense, n'est pas du tout voué à disparaître et qu'on trouvera des solutions pour le maintenir parce que l'humanité est intimement liée maintenant à cet export digital. J'ai une demi-molle. Parce que Margot a pris le... Non, parce que... Si, un peu. Je te comprends. Arrête, pardon. Sens-toi à l'aise, Margot, je t'en prie. En fonction du scénario catastrophe, je pense que clairement, ça sera peut-être plus... ça sera pas l'outil du quotidien, ça sera peut-être un outil d'urgence pour forcément... Il n'y aura pas que l'impact sur Internet et je pense que la priorité des gens, ça va être de se nourrir. Oui, est-ce que c'est ça Voilà, le fond de la question ? Est-ce que Internet va devenir un problème secondaire ? Parce que quand t'as pas bouffé, tu t'en fous d'avoir des Ou likes. comme dit Margot, du coup, Je pense que un ça sera outil qui va pareil, mais permettre de ça répondre sera à l'urgence. peut-être plus élitiste, justement. Ou pour de les soins de santé, ou, pour voilà. du coup tout ce qui est C'est ça. médical. Administratif, aussi, voilà. médical et urgence. Enfin, moi, je reprends l'expérience quand on était en Tanzanie. Je suis désolée, on n'avait pas d'internet, on n'avait pas de réseau, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Et très sincèrement, Parce qu'on n'était pas heureux. Non, mais franchement, on était super bien. J'ai juste redécouvert ce que c'était que parler à des gens sans avoir mon téléphone H24. Je pense qu'il y a du bien et il y a du mal. Maintenant, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je pense qu'on sera déjà tous morts quand Internet s'arrêtera. Donc, pour l'instant, c'est pas ma préoccupation principale. Ok, Voilà. et Ilia, tu veux... J'ai envie de dire, s'il y a un scénario catastrophe, on sera bien content peut-être d'avoir des vidéos sur comment construire une yourte ou j'en sais rien. Enfin, je sais pas, tu vois, ou trouver l'électricité avec des éoliennes et ce sera cool d'avoir des tutos sur YouTube pour tout ça. Le nouveau YouTube. Bah ouais, tu vois, je pense que ce sera cool et que voilà. Salut, c'est Jean-Christophe Yourt. Cette semaine sur la chaîne. Abonne-toi. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi Internet peut se casser la gueule bien comme il faut, mais pour des raisons un peu plus pragmatiques. Comme beaucoup d'autres technologies, Internet est pendu aux mamelles des énergies fossiles et des terres rares et des métaux rares qui se font de plus en plus rares. Si on pense à des choses comme l'acidification des océans, la déplétion des ressources, l'accès plus rare et difficile à l'énergie, le réchauffement climatique, etc., etc., etc. Quand on remet le numérique finalement dans ce tableau assez global, on ne voit pas très bien quelle place il peut continuer à occuper. Internet risque de souffrir de coupures bien avant la fin des énergies fossiles ou des matières premières, puisqu'on sait très bien qu'on a une quantité astronomique de pétrole qu'on ne va jamais pouvoir être capable d'exploiter, puisque les coûts d'extraction vont être prohibitifs. Il se trouve qu'une bonne partie des métaux rares qui sont employés pour fabriquer les équipements numériques sont également employés et indispensables pour fabriquer des équipements, des technologies d'énergie renouvelable, à la fois du côté de l'éolien et avec les panneaux solaires. On va voir se mettre en place une véritable concurrence en fait entre les équipements numériques et les équipements d'énergie renouvelable dans l'accès à ces matières premières. Mais ce qui peut donner lieu à des tensions, voire à des conflits,
puisque évidemment derrière, il y a des intérêts économiques tout à fait considérables. Les industriels attendent en 2050 100 milliards d'objets connectés, c'est les chiffres, donc ce ne sont pas des prédictions, mais vraiment des prévisions, c'est-à-dire qu'ils y travaillent, clairement, concrètement. Donc 100 milliards d'objets connectés qu'il va falloir alimenter en électricité, qu'il va falloir construire, qu'il va falloir trouver les ressources aussi pour les construire. Il est tout à fait possible qu'il y ait des pénuries de métaux rares avant 2050, ça pourrait arriver autour de 2030-2040, et donc dans ce cadre-là, on n'atteindra sans doute pas les 100 milliards d'objets connectés. Aujourd'hui, par exemple, sur les flux de données dans les réseaux, ça augmente d'une façon énorme, c'est 30% par an l'augmentation, donc c'est colossal. Les opérateurs, ils commencent à dire qu'ils ne vont pas pouvoir absorber cette augmentation pendant des années. On a projeté un futur qui devait être le nôtre et on sait maintenant, très vraisemblablement, que nous n'avons pas les moyens d'absorber ce futur, que la Terre sur laquelle nous vivons n'a pas les moyens d'absorber ce futur. Donc du coup, dans un monde sans Internet, qu'est-ce que vous feriez de vos vies professionnellement? En fait, nous, ça fait pas une éternité qu'on utilise Internet comme moyen comme pro, en fait, puisqu'en fait, on est artiste de scène. Donc, en fait, on serait artiste, mais néanmoins, même quand j'étais que comédienne humoriste sur scène, je me servais bien quand même des réseaux sociaux pour faire ma promo. En fait, ça a été un moyen d'expression et un moyen de promotion. Et je crois qu'on l'aurait trouvé différemment et qu'on le retrouverait. Et j'allais conclure avec le fait que nous, on est moins concernés que quelqu'un comme Marie, à qui je vais passer le bâton de parole, ou comme Doc, parce que je vous l'impose. Si j'avais pu faire autre chose, j'avais deux possibilités qui sont diamétrales. Je n'y arrive plus. Diamétralement. Orthophoniste. Étude. Complètement opposé. J'aurais voulu faire soit océanographe. J'ai toujours eu une passion pour l'eau. Et pour les méduses. Oui. La deuxième option, je pense que c'est ce vers quoi je me serais tournée parce que j'étais partie pour faire ça. J'aurais fait ingénieur du son pour faire de la musique. Oui. Alors, moi, j'ai toujours eu deux passions. Soit le côté geek avec les insectes. Dis pas la deuxième. Soit le côté film. Donc, j'ai fait des études pour les deux. Moi, je serais probablement à l'heure actuelle commissaire aux comptes parce que j'étais auditrice financière. Drop the bâton de parole. Et Tom là, pas. Moi, je pense que j'aurais continué dans la musique, mais j'aurais eu la flemme aussi de faire des fly, des trucs comme ça, donc j'aurais fini dans un bar miteux. Voilà une réponse sincère, j'aurais été alcoolique. Voilà. On parle de plus en plus des intelligences artificielles. On les associe souvent à un monde robotisé, un mix entre 1984 et Minority Report. Mais elles pourraient nous être fort utiles pour tendre vers la sobriété numérique. L'intelligence artificielle est un terme qui a été créé pour l'industrie du cinéma hollywoodien. Et normalement, on parle de machine learning et de deep learning. La bonne voie est de s'interroger sur l'utilité marginale de connecter des objets qui ne le sont pas aujourd'hui. Je ne crois vraiment pas aux externalités positives de trop d'objets connectés. Je ne vois pas pourquoi on va remplacer les mains d'une masseuse par un robot masseur et donc plus avoir le contact humain. Remplaçons les métiers difficiles par des robots. Mais pourquoi les métiers d'accueil? Pourquoi les métiers de lien? Comment on peut se réunir et se regrouper pour créer des intelligences artificielles qui soient dédiées au bien commun, dédiées au développement durable? L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut nous permettre d'avoir moins d'impact sur la planète? Ces objets connectés peuvent effectivement contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Une intelligence artificielle qui serait capable de te dire j'ai remarqué que ces dernières semaines, tu ne lisais jamais tes emails entre 23h30 et 5h30 du matin. Et il se trouve que pendant ce temps-là, ça continue de charger. Ça correspond à tant de CO2, l'équivalent de 15 minutes en voiture. Si tu veux, je peux faire stopper cette activité et faire en sorte que tu aies un check global le matin à 7h pendant ton petit déjeuner. Ces objets connectés, s'ils permettent effectivement de transformer la façon dont on consomme et dont on vit, il faut sans doute d'abord regarder leur utilité sur les secteurs les plus énergivores, donc les transports, le bâtiment et la production d'électricité. Quand on imagine qu'une voiture autonome produit 4000 gigaoctets de données par jour, on se dit que les smart cities totalement connectées, ça ne va pas dans le sens de la sobriété. Mais il y a d'autres solutions. Des solutions moins excitantes, moins science-fiction, mais peut-être plus réalistes et plus efficaces. Et si on faisait atterrir le numérique? Voyons d'abord la décentralisation, concept à l'origine même de la création d'Internet. Si Internet avait une constitution, la décentralisation ferait l'objet de l'article 1.
Dans les 10 ans qui se sont passés, on a progressivement concentré les flux vers des data centers qui sont devenus de plus en plus gros. On ne pourra pas avoir un Internet durable si on continue à vouloir des serveurs trop centralisés, trop gros, parce que ça consomme énormément de matière en fait. La centralisation de tout temps a toujours été un élément fort de contrôle. Il est intéressant de penser que dans un futur proche, on soit à même de décentraliser et délocaliser les infrastructures Internet pour que chaque citoyen au foyer ait une ressource Internet individuelle et qu'il puisse charger de manière autonome. On pourrait prendre chacun chez soi un data center qui fasse aussi office de chauffage. C'est une double utilisation, c'est hyper sexy. Donc si on a par exemple tous chez soi le même type d'appareil standardisé avec des pièces interopérables qui permettent de réparer les data centers du voisin avec les pièces d'un premier, on va déjà gagner une forme de résilience. Si il y avait une relocalisation massive d'Internet, ça pourrait être l'occasion de faire un énorme nettoyage de printemps du web en fait. Aujourd'hui, en France, on estime à 100 millions le nombre de smartphones qui dorment dans les tiroirs. On parle seulement d'études faites auprès des citoyens et des foyers. On ne parle pas des entreprises. Imaginez si demain on arrivait à valoriser tous les métaux et les composants de ces appareils-là. On pourrait déjà avoir des ressources qu'on n'a pas besoin d'aller extraire par ailleurs. Maintenant, imaginez que le réseau Internet soit comme un écosystème complexe dans lequel chaque poste, chaque adresse IP est un organisme. La pièce d'un puzzle géant basé sur un équilibre, un partage des tâches, l'entraide et la compensation. Internet est comme notre corps, il renouvelle sans cesse ses cellules. Dans 2 ans, la totalité des cellules de votre corps aura été renouvelée comme on renouvelle nos smartphones, nos box ou nos ordis. Dans 2 ans, vous ne serez techniquement plus la même personne. Vous aurez pourtant conservé votre ADN, vos souvenirs, vos traumatismes physiques. Internet, c'est pareil. Il se renouvelle en conservant ses datas. Considérer Internet comme un ensemble symbiotique est une piste d'optimisation afin de le rendre durable. Si on applique la logique de l'économie symbiotique à l'Internet, on va avoir quelque chose de complètement différent. L'économie symbiotique propose un modèle de société fonctionnant à la manière d'un organisme vivant. Une symbiose entre l'intelligence humaine, la puissance des milieux naturels et les outils techniques à notre disposition permettrait de faire vivre en harmonie les êtres humains, tout en régénérant les écosystèmes. Par exemple, votre téléphone, il peut être construit comme un système de Lego. Nos appareils en circulation, on va les considérer comme des réservoirs de pièces détachées. Donc la caméra d'un premier téléphone va permettre de réparer celle d'un voisin. Donc ça apporte une résilience à la flotte. Et notre objectif, ça sera de maximiser la durée d'usage de chaque composant avant de penser à la fin de vie de l'appareil, parce que l'électronique aujourd'hui, elle est juste pas possible à recycler, quoi. On peut se réapproprier et nos biens d'équipement et nos infrastructures, et ça crée de l'emploi, et ça crée de la prospérité économique, sociale. Ajoutez à ça que vous allez pouvoir mutualiser les processeurs, mutualiser les puissances de calcul. Imaginez donc des data centers, des équipements informatiques, donc de votre téléphone ou de votre ordinateur jusqu'au serveur, qui soient comme ça, toujours appartenant au fabricant et en composants interopérables. Eh bien, vous allez non seulement combiner la puissance de mutualisation des puissances de calcul, mais en plus pouvoir faire circuler les composants d'une machine à l'autre, d'un secteur à l'autre. Et c'est la seule manière, en fait, pour que demain, on puisse continuer à avoir un Internet pas cher et un Internet accessible à tous. Sinon, les puissances de calcul deviendront tellement rares, tellement chères, parce qu'aujourd'hui, les composants sont faits de telle façon qu'on a énormément de mal à récupérer la matière. Si on conçoit les équipements de cette façon, alors on pourra avoir un Internet durable et on pourra même aller probablement vers le zéro extraction. Il y a des gens qui réfléchissent à faire des sites low-tech. Alors qu'est-ce que c'est un site parfaitement low-tech? C'est un site qui est alimenté intégralement en énergie renouvelable, donc genre 100% solaire. Du coup, quand il fait soleil, quand il fait nuit ou qu'il y a des nuages, il n'y a plus de site web.
Est-ce qu'on a besoin d'avoir accès à une vidéo Ultra HD à 2h du mat sur Netflix? Non. La puissance de calcul va suivre le vent et le soleil selon en fait les endroits où les énergies renouvelables pourront être à plein pot. Et après, aller vers du low-tech, ça va être la mutualisation de l'hardware. Est-ce qu'on a besoin tous d'avoir un ordinateur portable, une tablette et un smartphone? Non. Et on pourrait suivre, par exemple, dans un habitat partagé avec 10 familles, avoir 2 ordinateurs qui permettent d'avoir accès à la connaissance. Étonnamment, dans un modèle comme ça, plus on va vers la sobriété matière et l'extraction zéro, plus on génère de la croissance économique et de la croissance économique locale. Donc forcément, si on présente ce projet de société aujourd'hui aux gens, ça va pas être super sexy, mais il y a plein de corollaires positifs, quoi. La nuit, au lieu de regarder une vidéo Netflix, eh ben, on ira regarder les étoiles, parce que forcément, si on a un gros cut énergétique, ben, la voûte céleste, elle va retrouver une putain de luminosité, ça va être un truc de fou furieux, quoi. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Et voilà. Ouais. Internet, c'est ce que nous faisons le plus dans notre vie. Alors, c'est déjà un peu triste à dire comme ça. Ça l'est encore plus quand on sait l'impact environnemental que ça peut avoir. Dès lors que nous en avons conscience, il est important d'être congruent dans notre façon de surfer et de produire du web. Quoi ? Congruence, montrer un alignement cohérent entre ce que nous ressentons et les actions que nous faisons. Le besoin de cohérence, c'est un levier de changement qui pourrait être intéressant à aller creuser. C'est très important que les gens s'engagent sur des actions individuelles, même si c'est vrai quand on regarde les chiffres, ça ne va pas forcément révolutionner le monde que de faire attention au nombre de mails qu'on laisse dans sa boîte. Mais il faut le faire. Parce que ça inscrit la personne dans une démarche globale. On est tous responsables d'une manière ou d'une autre de l'économie qu'on crée. Il faut aller vers plus de sobriété et il faut que globalement les organisations, les individus, les entreprises, tout le monde, on aille vers plus de sobriété. Ça me fait penser à cette fabuleuse phrase de Dumbledore dans Harry Potter qui dit « Il viendra un temps où les gens devront choisir entre le bien et la facilité ». C'est une phrase que je trouve fabuleuse parce qu'il ne parle pas du bien et du mal. Merci de nous avoir suivis sur ces 4 épisodes. Merci à tous nos copains vidéastes d'avoir été à nos côtés. Et retenez bien, le numérique c'est comme le cassoulet, plus notre consommation est raisonnée, moins ça envoie des gaz pourris dans l'atmosphère. Super. T'as pas plus classe comme punchline de fin? Oh, ça va.